Dans la brume d'un Londres ancien, là où les échos d'orgue se mêlent aux pas pressés sur les pavés, une énigme s'apprête à s'ouvrir comme une porte interdite. Les ténèbres recèlent des secrets que seule la raison la plus fine peut espérer percer. D'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur lecture? Dites-le moi en commentaire. Maintenant, laissez vos sens s'emplir du silence et des murmures de l'ombre. Car ce récit vous conduit là où la vérité se cache derrière les voix les plus innocentes. Il est des matins à Baker Street où le tumulte de Londres paraît étrangement assourdi, comme si la ville elle-même, lasse de son agitation perpétuelle, retenait un instant son souffle. Ce jour-là, tandis qu'un léger brouillard glissait le long des vitres et que les pas des passants s'éteignaient dans la brume, je goûtais le calme rare que nous offrait notre logis. Le feu entretenait une chaleur douce, et je feuilletais distraitement un traité médical, plus pour occuper mes pensées que par véritable curiosité scientifique. Holmes, quant à lui, demeurait silencieux, et ce silence n'était pas de ceux qui apaisent. Depuis longtemps, je savais qu'il précédait toujours l'éclair d'une activité soudaine, comme l'accalmie avant l'orage. Cette paix feutrée m'inspirait un sentiment d'étrange quiétude, mais aussi une attente sourde, comme si une main invisible s'apprêtait à troubler l'ordre de la journée. Je songeais que les affaires criminelles, à défaut d'apporter le repos à mon ami, lui conféraient du moins ce souffle vital dont il ne pouvait se passer. Pour moi, ces instants calmes représentaient un répit bienvenu, après les angoisses de nos précédentes aventures. Pourtant, je sentais confusément que ce matin ne resterait pas vierge d'événements, et que notre salon, paisible quelques instants plus tôt, deviendrait bientôt le théâtre d'une nouvelle intrigue. Holmes, penché sur une table encombrée de fioles et de papier, manipulait une mince éprouvette contenant un liquide d'une couleur douteuse. Son regard s'animait d'une étincelle vive, pourtant, avait fixé son regard sur ces lignes avec une intensité telle qu'elle semblait receler un mystère digne d'être déchiffré. Ainsi allait la vie avec lui. Chaque objet, chaque mot, chaque goutte de réactif pouvait soudain se transformer en clé d'énigme. Je le savais trop bien pour me fier à cette tranquillité trompeuse. Alors que je m'apprêtais à reprendre ma lecture, un coup frappé à la porte, bref et pressant, retentit dans le silence. Holmes leva à peine la tête, mais je perçus dans ses yeux ce lueur particulière qui saluait toujours l'approche d'un nouveau problème. Mrs. Hudson introduisit aussitôt un homme vêtu de l'habit austère des ecclésiastiques, dont le visage portait la marque visible de l'inquiétude et de la fatigue. Le visiteur s'avança d'un pas incertain, comme s'il hésitait encore à troubler notre paix. Ses mains tremblaient légèrement, et ses lèvres, d'une pâleur presque cireuse, semblaient chercher les mots avant même de les prononcer. « Monsieur Holmes, dit-il d'une voix étranglée, je viens implorer votre secours. Un malheur sans nom s'est abattu sur nous. » Il se présenta comme chanoine d'une paroisse du sud de Londres, et dans son regard brûlait l'angoisse de celui qui porte le poids d'une responsabilité sacrée. Holmes, d'un geste calme, l'invita à s'asseoir. Je vis alors mon ami se redresser, ses yeux s'animaient d'une curiosité vive. Il savait déjà que derrière ce visage tourmenté se cachait une énigme digne de ses facultés. Pour ma part, je sentis que ce matin paisible touchait à sa fin, et que nous étions à l'aube d'une affaire où l'innocence elle-même semblait menacée. L'homme s'assit avec une lenteur accablée. Puis, joignant ses mains tremblantes, il se lança dans un récit qui glaça aussitôt l'atmosphère de notre salon. « Il s'agit de Charles Applegate, dit-il, l'un de nos plus jeunes choristes. 12 ans à peine, mais une voix, ah, messieurs, une voix qui semblait descendre des cieux eux-mêmes. » Son regard se perdit un instant dans le vide, comme s'il entendait encore ce chant. « Nous avons fouillé chaque recoin, » poursuivit le chanoine, « les bancs, la crypte, même les abords du cimetière. Mais tout était vide. » Sa voix se brisa, et il dut marquer une pause. Je remarquai une lueur de désespoir dans ses yeux, cette lueur qu'aucun réconfort humain ne peut éteindre. Holmes, impassible, l'écoutait avec une attention qui n'admettait ni distraction ni pitié visible. Quant à moi, je ne pus m'empêcher de songer qu'il n'est rien de plus terrible que la disparition soudaine d'un enfant, surtout lorsqu'elle se drape du mystère d'une église silencieuse. Le chanoine, comme s'il se souvenait soudain d'un détail accablant,
tira de sa poche 2 objets qu'il déposa sur la table entre nous. Le premier était un livre de cantiques, usé mais propre, à l'exception d'une large tache de cire qui barrait la page d'un psaume consacré à la lumière divine. Le second, un mince billet chiffonné, portait quelques mots tracés d'une main maladroite. Ce soir, après les chants, près des voûtes. Je sentis un frisson parcourir mon échine. Ces 2 indices, d'apparence anodine, prenaient dans ce contexte une gravité inquiétante. Holmes se pencha aussitôt, observa longuement le volume, passa ses doigts sur la cire durcie, puis lut le billet à voix basse. Ses yeux brillèrent d'un éclat particulier, celui que j'avais appris à redouter autant qu'à admirer. Signe que sa pensée se lançait déjà dans une course effrénée vers la vérité. « Voilà qui change singulièrement la perspective, » fit-il, sans un mot de plus. Le chanoine, incapable de comprendre, leva des yeux suppliants vers nous. Moi-même, je n'osais poser la moindre question, tant je savais que Holmes se délectait de nous tenir en haleine jusqu'à ce qu'il jugeât l'instant propice à l'explication. Holmes posa le billet, croisa les mains et s'adossa dans son fauteuil, un mince sourire ironique aux lèvres. « Mon cher Watson, dit-il, vous remarquerez comme moi que nous ne sommes pas en présence d'une fugue enfantine. » Je restai interdit. « Vous en êtes déjà certain ?» demanda. Dans son regard se lisait déjà la promesse d'une traque où chaque détail, si infime fût-il, viendrait nourrir la vérité qu'il pressentait. Dès que nous franchîmes le seuil de l'église, je fus saisi par l'impression solennelle qui émanait des voûtes gothiques. L'air froid et immobile semblait retenir l'écho des chants de la veille, comme une plainte suspendue entre les piliers sombres. La lumière du jour, filtrée par les vitraux ternis, projetait au sol des lueurs incertaines qui accentuaient encore le caractère austère du lieu. Je sentais presque physiquement le poids du silence, brisé seulement par nos pas résonnant sur la dalle. Holmes, quant à lui, avançait d'un pas assuré, son regard vif allant d'un détail à l'autre, avec une intensité qui me paraissait presque incongrue dans ce décor religieux. Le chanoine, qui nous avait conduits jusque-là, joignit les mains comme pour implorer l'aide du ciel autant que celle de mon ami. Pour ma part, je ne pus m'empêcher de songer que cette église, habituellement sanctuaire de paix, s'était changée en théâtre de mystère, où chaque ombre semblait receler un secret. Nous parvâmes au chœur, où un pupitre demeurait en désordre. Des partitions froissées, des pages à demi tournées, un stylet oublié. Tout semblait témoigner d'une hâte ou d'une confusion inhabituelle. Le chanoine fit un signe discret vers ce pupitre. « C'est là que se tenait Charles hier soir », murmura-t-il. Holmes se pencha aussitôt, ses doigts effleurant les objets avec précaution. Son œil s'attarda sur un pli singulier dans la couverture du livre de chant, puis sur une petite goutte durcie au bord du pupitre. « Intéressant, fort intéressant », prononça-t-il avec cette nuance d'ironie qui m'était familière. Je ne vis rien de plus qu'un pupitre oublié dans la hâte d'un enfant, mais je connaissais trop bien Holmes pour ignorer que derrière ces détails se dissimulait déjà une vérité que seul son esprit pouvait entrevoir. Holmes prit en main le livre maculé et observa longuement la tache de cire qui en souillait la page. Il fit jouer l'ouvrage sous la lumière, étudia la couleur. Je demeurai perplexe. « Mais quel sens cela peut-il avoir ?» demandai-je. « Un sens très simple, » répliqua-t-il. « On ne manipule une bougie de cette manière que pour se déplacer dans l'ombre, sans attirer l'attention. L'enfant ne chantait pas seul hier soir. Quelqu'un l'a accompagné, peut-être guidé. » Ces paroles me frappèrent par leur logique implacable, et pourtant je sentis un malaise croissant. Qu'était-ce donc que ce détail révélait? C'est alors que le chanoine nous remit un billet qu'il avait retrouvé coincé sous le pupitre. Je le pris d'abord pour un morceau de papier sans importance, mais les quelques mots tracés d'une main mal assurée me glacèrent. Après les chants, près des voûtes. Holmes lut le billet 2 fois, sans un mot, puis le passa entre ses doigts comme s'il en analysait la texture. « L'écriture est maladroite, mais pas enfantine, » dit-il enfin. « Et notez, Watson, l'absence de signature. Cela n'est pas une invitation innocente, mais un ordre déguisé. » Je ressentis un frisson que je ne parvins à dissimuler. L'idée qu'un enfant ait pu être attiré par de telles paroles me parut insupportable. Le chanoine, livide, demanda « Cela signifie-t-il qu'il a été piégé ?»
Holmes ne répondit pas immédiatement, mais son silence valait affirmation. Nous fûmes conduits vers la sacristie. Sur les dalles, Holmes s'agenouilla et observa attentivement une empreinte de pas marquée dans une trace de boue séchée. Il posa sa main à côté pour en mesurer la taille. « Voyez, Watson, ce n'est pas le pied d'un enfant, mais celui d'un adulte, chaussé d'une botte grossière. » Je me penchai à mon tour, mais ne distinguai qu'une forme vague. « Pourtant, cela pourrait être n'importe qui, » objectai-je. Holmes secoua la tête. « Non, mon cher, car cette trace est fraîche, et la boue ne correspond pas au sol de l'église, mais à une terre argileuse des faubourgs. Celui qui l'a laissée n'était pas censé se trouver ici. » Je compris alors que l'affaire nous entraînait bien au-delà d'une simple disparition enfantine. Holmes et garçons s'y trouvaient rassemblés, assis sur des bancs étroits. Leurs visages, d'ordinaire animés par la vivacité de l'enfance, portaient les marques visibles de la crainte et de l'incertitude. Certains détournaient les yeux, d'autres, nerveux, entrelaçaient leurs doigts tremblants. Holmes s'avança sans dire un mot, son regard scrutant chacun d'eux avec une acuité qui me parut presque cruelle. Mais je savais que son silence calculé avait pour but de troubler leur inertie, afin de susciter une réaction. Le chanoine, lui, semblait aussi mal à l'aise que ses élèves, conscient du poids de l'enquête qui s'abattait sur leur fragile innocence. Je pris sur moi d'adresser un mot rassurant aux enfants, leur rappelant que nous n'étions pas venus pour les accuser, mais pour comprendre ce qui s'était passé. Pourtant, malgré ma voix adoucie, la tension demeurait si palpable que l'air de la pièce en paraissait chargé. Et je compris que toute vérité que nous espérions obtenir devrait d'abord franchir le mur de cette peur enfantine. Encouragés par quelques questions simples, les garçons commencèrent à parler. Mais leur voix était basse, leurs récits fragmentés, et chacun paraissait redouter de se contredire ou de trahir un secret involontaire. L'un affirma avoir vu Charles quitter son pupitre plus tôt que d'habitude. Un autre jura l'avoir aperçu derrière la sacristie avant de disparaître. Holmes, impassible, se contentait d'écouter, notant d'un léger mouvement de tête chaque détail incohérent. Je percevais dans leurs paroles une confusion sincère, mais également la force d'une peur collective, comme si un invisible interdit pesait sur eux, les empêchant de livrer une version claire. J'essayais de les apaiser par quelques mots réconfortants, mais plus d'un détourna les yeux, comme si quelque chose ou quelqu'un les empêchait d'aller plus loin. Cette retenue, bien plus que leur contradiction, éveilla en moi une inquiétude sourde. Soudain, un petit garçon au visage rougi par l'émotion leva timidement la main. Sa voix à peine audible, il déclara avoir aperçu, la veille, un homme rôdant près des portes latérales de l'église. Holmes se redressa légèrement, son regard s'illuminant d'intérêt. « Décrivez-le » demanda-t-il d'une voix claire. L'enfant hésita, puis parla d'une haute silhouette vêtue d'un manteau sombre, dont le chapeau rabattu cachait le visage. Le chanoine protesta aussitôt. « Sans doute un simple passant. Nos rues ne sont jamais désertes. » Mais Holmes ne sembla pas convaincu. Il se contenta de griffonner quelques notes mentales, sans un mot, et son silence pesa lourdement sur le groupe. Je crus déceler, dans la crispation de certains visages, que cette révélation réveillait une peur déjà présente, comme si plusieurs d'entre eux avaient aperçu le même étranger, mais n'osaient l'avouer. Au milieu de ce silence pesant, un autre garçon plus âgé que les autres éclata d'une voix dure. Charles se croyait meilleur que nous tous. Il n'était pas si extraordinaire qu'il le pensait. Ces paroles, empreintes de rancune, firent sursauter ses camarades et jetèrent un froid encore plus vif. Je l'interrogeai doucement, mais il détourna le regard avec entêtement. Pourtant, il laissa échapper d'autres mots, insinuant que Charles aurait pu s'attirer des ennuis en cherchant à briller davantage que les autres. Ses lèvres tremblaient, non d'émotion, mais de ressentiment. Holmes, qui l'observait attentivement, esquissa un sourire ironique. « Mon cher Watson, voyez comme la jalousie, même chez les plus jeunes, est une passion dévorante, » dit-il à voix basse. Je compris alors que ce garçon avait sans doute nourri une animosité suffisante pour inventer ou grossir des faits. Mais si son discours révélait bien une rivalité, rien ne prouvait qu'il fût lié à la disparition de Charles. Il était plus vraisemblable que ses paroles équivoques constituaient une fausse piste, née de sa rancune, mais sans véritable fondement. Pourtant,
Le trouble qu'elles semèrent parmi les autres choristes ne pouvait être ignoré. Lorsque les enfants se turent de nouveau, Holmes prit la parole d'un ton posé. Nous avons entendu des récits contradictoires, des rancunes personnelles et l'évocation. Ce n'est pas d'eux que viendra la clé. Leurs récits sont les reflets d'une main invisible. Je le regardais, surpris. Vous pensez qu'on les a influencés? Influencés ou effrayés, peu importe, répondit-il. Les vraies ombres de cette affaire appartiennent à des adultes, Watson, non à des enfants. Je compris alors que ces témoignages, loin de nous rapprocher du mystère, risquaient bien de nous en éloigner davantage, comme des pas perdus dans le brouillard. Nous nous rendîmes dans une rue excentrée, où de petites habitations en briques alignaient leurs façades ternies par le temps. La demeure de la mère du jeune disparu s'y tenait humble et propre, dépourvue de tout luxe, mais empreinte d'une dignité silencieuse. À l'intérieur, je fus frappé par l'ordre scrupuleux qui régnait dans la pièce principale. Quelques meubles de bois ciré, des rideaux simples, et sur la cheminée, un portrait jauni représentant un homme aux traits sévères. Je perçus aussitôt que cette maison abritait la pudeur d'une existence laborieuse, où chaque objet portait la marque d'un sacrifice discret. Holmes, qui pénétrait rarement dans l'intimité des foyers modestes sans laisser percer une nuance de respect, se contenta d'un bref salut avant de s'asseoir. Il me sembla que le contraste entre la chaleur du logis et l'absence du petit Charles rendait le lieu encore plus poignant. La mère entra à son tour, une femme encore jeune, mais dont les traits marqués trahissaient une vie de labeur et de privation. Elle serrait contre elle un châle usé, comme pour se protéger d'un froid intérieur que rien ne pouvait réchauffer. Sa voix, quand elle prit la parole, tremblait d'émotion contenue. « Monsieur Holmes, dit-elle, je n'ai plus de repos depuis que mon enfant a disparu. Chaque heure sans nouvelles est une torture. Je ne sais s'il a faim, s'il souffre, ou s'il appelle sa mère en vain. » Elle parla de son fils avec une tendresse qui me serra le cœur. Elle évoqua ses jeux innocents, sa voix claire qui s'élevait dans l'église, et ce vide soudain qui l'avait frappé de plein fouet. Holmes, les yeux mi-clos, ne l'interrompit pas. Au détour de son récit, la mère mentionna un détail qui éveilla aussitôt l'attention de mon amie. « Depuis peu, reprit-elle, le frère de mon défunt mari est revenu parmi nous. Il avait disparu des années durant, et voilà qu'il s'impose à nouveau, prodiguant des attentions étranges à Charles. Je crus discerner dans sa voix une inquiétude sourde, comme si la sollicitude de cet homme avait une teinte d'artifice. Elle ajouta qu'il s'était montré généreux, offrant des présents modestes, mais que son regard portait parfois une dureté qui la troublait. Holmes ouvrit les yeux et se pencha légèrement en avant. Je vis qu'il retenait déjà un fil qu'il comptait suivre avec rigueur. Quant à moi, l'évocation de cet oncle, réapparue au moment même où le garçon disparaissait, me fit frissonner d'une méfiance instinctive. Holmes, avec sa douceur trompeuse, se mit à interroger la mère sur la conduite et les propos de l'oncle. Chaque réponse semblait l'enfoncer davantage dans ses propres contradictions. Tantôt cet homme se disait ruiné, tantôt il se vantait d'anciennes relations prospères. Holmes demeura courtois, mais je sentais que son esprit forgeait déjà une hypothèse. Enfin, se tournant vers moi, il dit à mi-voix « Remarquez, Watson, que cet homme n'est pas revenu par hasard. Son retour coïncide trop exactement avec la disparition de l'enfant. » Il posa alors une main rassurante sur l'épaule de la mère. « Rassurez-vous, madame, ce mystère n'est pas impénétrable. Mais il faut comprendre que ce frère a trouvé un intérêt personnel dans la présence de votre fils. » Ces paroles, prononcées avec calme, firent pâlir la pauvre femme. Une fois sorti dans la rue, Holmes, qui demeurait pensif, rompit le silence. « Watson, je vous l'avais laissé entrevoir. L'enfant est au centre d'une affaire pécuniaire. » Voyant mon étonnement, il ajouta « J'ai consulté hier quelques registres. Charles est l'héritier d'une petite propriété dans le Surrey, transmise par un grand-oncle récemment décédé. La valeur n'est pas immense, mais suffisante pour attirer la cupidité d'un homme sans scrupules. Cupidité pouvait-elle ainsi franchir toutes les barrières morales, au point d'exposer un garçon fragile à des desseins aussi funestes? Je méditais longuement sur la cruauté du monde adulte, qui transforme la vulnérabilité en marchandise. La figure de Charles s'imposait à moi, son visage pur, sa voix claire, et l'idée qu'on ait pu l'arracher à sa mère pour quelques pièces de terre me révoltait profondément. Holmes,
devinant mes pensées, se contenta de dire d'un ton calme. « Mon cher Watson, c'est précisément parce que l'innocence est sans défense que le crime trouve ses occasions les plus aisées. Mais souvenez-vous, chaque convoitise laisse derrière elle une trace que l'on peut suivre. » Je sentis alors que l'affaire, loin de se résoudre, s'assombrissait encore, et que de nouvelles ombres nous attendaient au tournant. Ce fut dans l'après-midi du lendemain que nous reçûmes la visite de l'inspecteur Lestrade. Il entra dans la pièce avec son pas vif et décidé, son chapeau encore à la main, et cette assurance qui lui était coutumière lorsqu'il croyait tenir une affaire. Avant même de saluer, il lança d'une voix tranchante. « Je connais l'explication de cette disparition, messieurs. » Je vis Holmes lever un sourcil amusé, sans quitter son fauteuil. Quant à moi, je ne pus m'empêcher de remarquer combien Lestrade semblait plus soucieux d'affirmer son autorité que de recueillir les faits. Il jetait des regards rapides, comme pour s'assurer que nous étions bien attentifs à son importance. Je pressentis aussitôt que la rencontre tournerait en joute verbale, car mon ami goûtait peu les conclusions hâtives, et moins encore l'orgueil avec lequel elles étaient assénées. Lestrade s'installa et déroula sa théorie avec assurance. Selon lui, le garçon avait quitté volontairement l'église, mu par ce qu'il appela la curiosité naturelle de son âge. Une querelle mineure avec un camarade, ajouta-t-il, avait suffi à l'inciter à partir seul, peut-être pour punir sa mère de quelque remontrance. Vous voyez, conclut-il, rien de mystérieux. Un enfant capricieux qui reviendra de lui-même lorsque la Holmes, jusque-là immobile, croisa les mains et fixa Lestrade avec un calme presque offensant. Fort ingénieux, dit-il d'une voix égale. Mais il me semble que votre hypothèse se heurte à quelques détails. Il énuméra d'un ton posé les éléments déjà observés. Le billet anonyme, la cire sur le cantique, l'empreinte étrangère près de la sacristie. Des circonstances singulières pour une simple fugue, ne trouvez-vous pas? Lestrade fronça les sourcils, mais mon ami n'ajouta rien, se contentant d'un sourire ironique qui fit monter la tension. Je vis alors combien l'opposition entre les deux hommes reposait sur leur nature même. L'un, prompt à clore l'affaire au plus vite, l'autre, prêt à la creuser jusqu'à l'ultime vérité. Comme je l'avais prévu, l'échange dégénéra rapidement en affrontement. « Vous compliquez tout, Holmes », lança Lestrade exaspéré. « Les faits parlent d'eux-mêmes. » « Justement, » répliqua mon ami. « Ils parlent, mais vous refusez de les écouter. » Le ton monta, chacun campant sur ses positions. Holmes, mordant dans ses remarques, exposait calmement les incohérences, tandis que Lestrade, piqué au vif, invoquait son expérience de terrain et ses réussites passées. Je crus un instant qu'ils en viendraient à se lever tous deux, tant l'orgueil blessé de l'inspecteur contrastait avec la froide assurance de mon ami. Pourtant, sous ses sarcasmes, Holmes restait concentré. Il n'avait pas pour but d'humilier Lestrade, mais de le forcer à voir ce qu'il se refusait à admettre. Holmes se leva enfin et prit une carte de Londres qu'il étendit sur la table. « Voyons, Lestrade, vous prétendez que le garçon a quitté l'église et parcouru seul la distance jusqu'à son domicile. Or, le temps dont il disposait rend ce trajet impossible. » Il montra d'un doigt les rues, calcula la durée et souligna la contradiction. Il aurait fallu courir sans s'arrêter, ce qui n'est guère vraisemblable pour un enfant sortant d'une répétition. Et même alors, certains témoins auraient dû le voir. Or, nul ne l'a aperçu. Je vis Lestrade transporter plus qu'un simple passager. Il a emporté la clé de notre mystère. Je compris alors que nous étions sur le point de quitter les certitudes commodes de Lestrade pour plonger dans une enquête où chaque détail prendrait un poids décisif. Notre première étape fut de rencontrer le cocher dont on nous avait signalé la présence près de l'église la nuit de la disparition. L'homme, robuste et vêtu d'une redingote tachée de pluie, nous accueillit d'abord avec méfiance. Mais Holmes, d'un ton à la fois incisif et conciliant, sut lui tirer les paroles nécessaires. « Oui, monsieur », déclara le cocher après quelques hésitations. « J'ai conduit cette nuit-là un passager et un enfant. » Le petit semblait nerveux, mais il ne protestait pas. Holmes le pressa de questions. L'itinéraire, l'heure exacte, la physionomie du passager. L'homme répondit tant bien que mal, décrivant une silhouette imposante au chapeau rabattu. Il ajouta que sa destination avait été une auberge à la périphérie de Londres.
Je sentis l'excitation de Holmes grandir à mesure que les détails se précisaient. « Watson, dit-il à voix basse, voilà une piste solide, bien plus tangible que toutes les spéculations de l'estrade. » Nous montâmes dans un fiacre pour suivre l'itinéraire indiqué. À mesure que nous quittions le centre de Londres, la ville semblait s'assombrir. Les rues, d'abord animées par le va-et-vient des passants et des boutiques, devinrent plus étroites, plus silencieuses, bordées de façades décrépites. Je décrivis à Holmes combien cette transition me paraissait sinistre, comme si nous franchissions un seuil invisible vers un monde de misère et de dissimulation. Il hocha la tête. La périphérie de Londres, mon cher Watson, est le terreau fertile de bien des intrigues. Là où la police hésite à pénétrer, les coupables trouvent refuge. Le roulis monotone du fiacre accentuait ma propre appréhension. Chaque tournant nous éloignait un peu plus de la sécurité des quartiers familiers et nous menait vers l'inconnu. Je pressentais que nous n'allions pas tarder à rencontrer une première désillusion. Lorsque nous parvînmes enfin à l'auberge, je fus frappé par l'atmosphère qui y régnait. Le lieu, enfumé et bruyant, grouillait d'individus au visage fermé, dont certains se turent à notre entrée. Les conversations à voix basse, les regards détournés et les gestes précipités trahissaient une clientèle habituée à dissimuler ses affaires. Holmes s'avança sans montrer le moindre signe d'embarras, comme s'il fût chez lui dans cet univers douteux. « Remarquez, Watson, me souffla-t-il, les lieux de perdition sont parfois les plus féconds en indices. » Nous demandâmes à voir le maître de l'auberge, qui nous accueillit avec une cordialité forcée. Je perçus aussitôt que cet homme en savait plus qu'il ne souhaitait en dire, et que seule l'insistance de Holmes parviendrait à fissurer son vernis de courtoisie. Le maître d'auberge, après quelques réticences, admit qu'un enfant lui avait été signalé la nuit précédente. Son visage exprimait un mélange de gêne et de soulagement, comme s'il se croyait déjà débarrassé de l'affaire. On nous conduisit à une arrière-salle où un garçon malingre, vêtu de haillons, se tenait assis sur une caisse. Pendant un instant, mon cœur bondit. Je crus revoir le petit choriste. Mais à peine le regardai-je de près que toute illusion s'évanouit. Ce n'était qu'un vagabond, errant sans foyer, que l'on avait pris pour un autre. Holmes ne laissa transparaître aucun découragement. Voilà un exemple parfait, Watson, de ce que j'appelle un faux positif. Mais chaque erreur nous rapproche de la vérité, à condition de la noter avec précision. Je compris alors que notre quête venait de nous jouer un cruel tour, et que l'ombre du mystère restait entière. Plutôt que de quitter l'auberge sur ce constat décevant, Holmes entreprit une inspection minutieuse. Tandis que je demeurais en retrait, il parcourut la salle des yeux, observa les recoins, s'arrêta sur des détails qui eussent échappé à tout autre. Il examina un banc usé, la cendre d'un foyer, un morceau de tissu traînant sous une table. Chaque élément semblait alimenter Holmes en fronçant les sourcils. Cet uniforme n'a pas été porté par celui à qui il était destiné. On s'en est servi pour travestir une apparence. Je compris aussitôt l'implication. Quelqu'un avait pu faire croire à la présence d'un choriste là où il n'y en avait pas. Ce déguisement constituait un leurre, destiné à détourner les soupçons. Holmes garda le vêtement sous son bras et me lança ce regard que je connaissais trop bien, celui qui annonçait un développement majeur. Une fois hors de l'auberge, Holmes s'arrêta dans la rue sombre et déclara d'une voix ferme. « Watson, ce vêtement change tout. Nous ne cherchons plus seulement un enfant disparu. Nous affrontons un stratagème prémédité. » Il marqua une pause, ses yeux brillants d'une anticipation farouche. « Ce n'est plus une simple disparition, mais une mise en scène. Et derrière toute mise en scène, il y a un metteur en œuvre. » Je sentis alors que notre enquête venait de franchir un seuil décisif, et que l'ombre qui planait sur cette affaire s'épaississait encore. J'eus l'occasion, au cours de nos démarches, de rencontrer le maître de chœur que l'on nommait M. Atherley. Sa silhouette longiligne, son visage sévère, marqué de rides prématurées, et son regard acéré inspiraient une certaine crainte à quiconque se trouvait sous son autorité. Les enfants, chuchotant entre eux, semblaient redouter le timbre sec de sa voix, qui tombait sur eux comme une sentence. Je remarquai en l'observant que même les paroissiens adultes lui témoignaient plus de respect contraint que d'affection sincère. Il avait la réputation d'un homme rigide, discipliné jusqu'à la froideur, et peu enclin à l'indulgence.
L'idée que ce personnage eût pu jouer un rôle dans la disparition du jeune choriste s'imposait donc naturellement aux esprits déjà troublés par le drame. Holmes, qui s'était gardé de manifester le moindre jugement prématuré, notait cependant les réactions de chacun à la simple évocation de son nom. Un homme craint, Watson, n'est pas nécessairement un homme coupable. Mais il est assurément un homme qu'il faut examiner de près, me glissa-t-il en aparté. À mesure que nous interrogeâmes les habitants de la paroisse, les soupçons se faisaient plus insistants. Plusieurs fidèles rapportèrent avoir constaté les absences régulières du maître de chœur, qui s'éclipsait sans prévenir, souvent à des heures peu compatibles avec ses obligations. D'autres évoquaient son tempérament soupçonneux. Il se montrait jaloux des talents de ses élèves et sévère dans ses remarques, jusqu'à humilier parfois les plus doués d'entre eux. L'association de ces éléments bâtissait un portrait peu flatteur et fort inquiétant. J'avoue que je sentais grandir en moi un malaise, tant l'idée qu'un homme placé en position d'autorité spirituelle pût trahir cette confiance me révoltait. Holmes, toutefois, demeurait réservé. Voyez Watson comme le climat d'émotion collective rend un homme vulnérable à toutes les rumeurs. Ce qui nous est présenté comme certitude n'est souvent qu'exagération née de la peur. Ces paroles me troublèrent, car je percevais dans l'attitude de mon ami une nuance de prudence que je n'avais pas encore comprise. Lorsque nous confrontâmes enfin M. Hatherley, Holmes adopta une politesse glaciale. « Où étiez-vous la nuit de la disparition ?» demanda-t-il d'un ton sans appel. L'homme visiblement pris de court répondit qu'il avait quitté l'église après la répétition pour se rendre chez un ami à Highgate. Mais ses explications s'embrouillaient à mesure que Holmes le pressait de détails. L'heure de son départ variait selon ses propos, et il ne put donner le nom précis de la rue où résidait cet ami. Sa gêne croissante, loin de le disculper, éveillait encore plus de soupçons. Je notai la crispation de ses doigts, la sueur sur son front, autant de signes d'un esprit qui se débattait avec la vérité. Holmes demeurait imperturbable, ne laissant échapper qu'un sourire fugace qui contrastait avec la gravité de la situation. Je crus un instant que nous tenions là l'homme que nous cherchions. Mais mon ami ne paraissait pas disposé à prononcer une conclusion si hâtive. Quelques jours plus tard, Holmes décida d'inviter M. Hatherley à Baker Street. « Ici, Watson, dit-il, je puis contrôler... » Souffle, convaincu que nous touchions à une révélation. Sous la pression croissante des déductions de Holmes, M. Hatherley finit par s'effondrer. Ce n'était pas une confession criminelle qu'il livra, mais l'aveu d'un secret personnel. Il avait dissimulé une série de lettres compromettantes, échangées avec une femme mariée de la paroisse. « Si l'on apprenait cela, dit-il d'une voix brisée, ma réputation serait détruite et ma carrière ruinée. J'ai menti sur mon alibi pour cacher mes rendez-vous. Je fus partagé entre le mépris et la compassion. Cet homme, austère en apparence, se révélait prisonnier d'une faiblesse humaine qu'il avait tenté de couvrir par la dissimulation. Holmes, loin de se montrer cruel, se contenta de déclarer « Votre faute morale ne vous rend pas pour autant coupable du crime que nous poursuivons. Mais vos mensonges, monsieur, ont contribué à égarer l'enquête. » Lorsque M. Hatherley quitta notre logis, Holmes resta pensif un instant. « Vous voyez, Watson, dit-il, comme la vérité humaine est rarement simple. Cet homme n'est pas notre criminel, mais son secret l'a rendu vulnérable aux soupçons. Je méditais sur la complexité de l'affaire. Un maître sévère, soupçonné d'un acte monstrueux, mais dont la faute n'était que celle de l'orgueil et de la dissimulation. L'éclairage nouveau apportait un certain soulagement, mais la disparition du jeune choriste demeurait entière, et notre quête recommençait presque au point de départ. Je ressentis alors cette étrange lassitude qui m'avait saisi tant de fois aux côtés de Holmes, l'impression de progresser dans un labyrinthe où chaque couloir débouchait sur une énigme nouvelle. Pourtant, mon ami, d'un ton calme et presque satisfait, conclut « Nous avons éliminé une hypothèse, Watson, et chaque hypothèse écartée nous rapproche inexorablement de la vérité finale. » À la tombée de la nuit, nous reprîmes le chemin de l'église, sous la brume épaisse qui s'accrochait aux toits et aux pierres. Holmes, silencieux, avançait d'un pas résolu, tandis que je sentais croître en moi une appréhension irrationnelle. Je ne pus m'empêcher de frissonner en pensant que nous allions descendre vers un lieu où les vivants côtoient les morts. Guidé par son instinct infaillible, Holmes nous mena vers une porte basse, dissimulée derrière le chœur. Elle céda après un effort discret,
révélant un escalier étroit plongeant dans les entrailles de l'édifice. Nous n'avions pour éclairage que la lanterne que je tenais, dont la flamme tremblotante projetait des ombres mouvantes contre la pierre. Chaque marche grinçait sous notre poids, chaque écho se répercutait avec une intensité démesurée. Holmes, devant moi, se penchait souvent, inspectant la poussière et les fissures du sol. « Observez, Watson, comme l'usage ancien de ces couloirs ne les a pas rendus moins propices à une cachette moderne, » dit-il d'une voix basse. Je compris alors que nous n'explorions pas seulement une crypte, nous pénétrions un sanctuaire de mystère, où le danger pouvait se tapir à chaque tournant. Arrivé dans la crypte proprement dite, je fus saisi par le spectacle solennel qui s'offrait à nous. Des sarcophages de pierre, noircis par les siècles, se dressaient dans l'obscurité, leurs inscriptions à demi effacées. L'air, épais et stagnant, portait une odeur de poussière et de temps. Je ressentis un mélange de crainte et de respect, comme si nous troublions le repos d'âmes endormies. Mon imagination, d'ordinaire retenue par la raison médicale, me suggérait des visions inquiétantes, des silhouettes tapies entre les colonnes, des pas étouffés derrière les dalles. Holmes, lui, paraissait insensible à cette atmosphère. Ses yeux acérés glissaient d'une pierre à l'autre, à la recherche d'un signe de vie dans ce royaume de la mort. Le silence, Watson, est parfois l'allié le plus précieux de l'observateur, murmura-t-il. Soudain, Holmes s'accroupit et posa la main sur la poussière du sol. « Venez voir », dit-il avec excitation. Je m'approchai et distinguai alors ce qui m'avait échappé. Une série d'empreintes fines, irrégulières, qui ne pouvaient appartenir qu'à un enfant. Bottines, taille modèle, Watson. L'indice matériel qui confirme nos soupçons. Nul doute que Charles fut conduit ici, déclara Holmes. Je ressentis un frisson glacé. L'image de l'enfant enfermé dans ces ténèbres me hantait, et je crus entendre dans mon imagination l'écho lointain de sa voix pure, étouffée par les pierres. Holmes, bien que concentré, laissa transparaître une nuance de gravité. On n'arrache pas un habit par hasard, surtout un vêtement sacré. Ce fragment atteste une lutte, brève mais réelle. Le mystère prenait une forme de plus en plus sombre, et je sentais notre enquête plongée dans une profondeur où la raison peinait à garder toute sa clarté. Pourtant, malgré ces preuves accablantes, l'enfant demeurait introuvable. Nous fouillâmes chaque recoin de la crypte, mais il n'y avait que des pierres froides et des ombres. Holmes se redressa enfin et déclara « Il fut ici, Watson, mais il n'y est plus. » Un désespoir muet m'envahit. Quelle cruauté que d'avoir enfermé un enfant dans un tel lieu, puis de l'en retirer pour le conduire vers un sort plus funeste encore. Holmes demeurait sombre. Les indices que nous avons trouvés ne datent pas de plusieurs jours. L'enfant a quitté cet endroit récemment. Cela signifie qu'il est encore entre des mains humaines. Ces paroles, quoique rationnelles, n'apportaient qu'un réconfort bien fragile. Car si l'enfant avait été déplacé, cela impliquait un plan plus vaste, conçu avec préméditation. Holmes resta longuement immobile, le regard fixé sur l'obscurité. « Watson, dit-il enfin, cet enfant fut retenu ici non pour l'y abandonner, mais pour le préparer à une autre étape. Nous affrontons une machination réfléchie. » Je perçus alors, dans le timbre grave de sa voix, une inquiétude inhabituelle. Holmes, d'ordinaire maître de ses certitudes, laissait entrevoir l'ombre d'un danger plus grand, comme si ce drame dépassait de beaucoup la simple disparition d'un jeune choriste. Ce fut dans la demeure sobre mais digne du chanoine que Holmes décida de convoquer tous ceux qui avaient, de près ou de loin, pris part au drame. Le maître de chœur, sombre et nerveux, la mère éplorée, tremblante à chaque souffle, l'oncle revenu du passé, dont le regard fuyant trahissait déjà l'inquiétude, et enfin l'estrade lui-même, pressé de conclure, mais curieux de savoir quelle direction prendrait l'affaire sous la main de mon ami. Holmes, assis au centre, imposait sa présence par un calme autoritaire. Il avait, je le savais, choisi cet instant avec soin. Non seulement il avait rassemblé les indices, mais il voulait frapper chaque esprit en plaçant les coupables sous la lumière d'une vérité implacable. « Mesdames, messieurs, dit-il en ouvrant la séance d'une voix claire, vous ignorez encore combien cette affaire est grave. Je vous ai réunis ici non pour spéculer, mais pour établir la vérité.
et chacun de vous sera témoin de ce qui va être révélé. Un frisson parcourut l'assemblée. Je pressentis que le moment décisif approchait, celui où le voile des mensonges serait enfin déchiré. À peine Holmes eut-il prononcé ces paroles que le silence se fit, pesant, presque étouffant. Chacun retenait son souffle. Je remarquai la main tremblante de la mère serrant un mouchoir, les lèvres pincées du maître de chœur, et le léger tressaillement de l'oncle, qui détournait sans cesse les yeux. Lestrade, pour sa part, se tenait droit, mais je devinais dans sa posture la crainte de voir ses certitudes battues en brèche. La lumière des lampes semblait accentuer la pâleur des visages, et je sentis que nous étions tous suspendus aux lèvres de Holmes. Dans cette atmosphère tendue, chaque craquement du bois, chaque souffle paraissait grossi démesurément. L'attente devenait insoutenable, et je sentais, moi-même, l'impatience mêlée à l'angoisse. Que s'apprêtait donc à révéler mon ami? Holmes se leva lentement, ses yeux brillants d'une flamme intérieure. « Laissez-moi, dit-il, vous exposer les faits tels démonstration. » Mais il s'interrompit soudain, laissant ses paroles en suspens, comme un pendule arrêté avant l'heure. Et dans ce silence, chacun comprit que le moment de la révélation approchait inexorablement. Holmes reprit d'une voix claire, posant chaque mot comme un coup de marteau. « Nombre d'entre vous ont cru à un enlèvement ordinaire, destiné à réclamer une rançon. Or, les faits racontent une autre histoire. L'enfant n'a jamais été enlevé pour son argent, ni pour son héritage. Non, il fut réduit au silence parce qu'il avait vu ce qu'il n'aurait jamais dû voir. » Un murmure parcourut la salle, mais Holmes continua, implacable. Après la répétition, Charles est revenu sur ses pas et a surpris une manœuvre clandestine. Le déplacement d'objets sacrés subtilisés à l'église. Ce trafic, mené dans l'ombre, eût été découvert s'il parlait. Il fallait donc l'écarter. Le billet mystérieux, le déguisement de choriste, tout cela visait à l'attirer hors de vue et à couvrir un crime plus grave encore que la disparition d'un enfant. Le pillage des biens consacrés. Je sentis l'assemblée frissonner sous l'horreur de cette révélation. La mère porta la main à son cœur, tandis que Lestrade lui-même hochait lentement la tête, vaincu par l'évidence. Holmes marqua une pause, puis tourna soudain son regard vers l'oncle. « Et vous, monsieur, êtes l'instigateur de cette affaire. » L'homme recula sur sa chaise, livide, incapable de soutenir le regard pénétrant de mon ami. Holmes ne lui laissa aucun répit. « Votre retour opportun n'était pas un hasard, mais la couverture d'une cupidité grossière. L'héritage de l'enfant vous échappait, mais vous aviez trouvé une autre ressource, le trafic d'objets sacrés. Et quand le garçon découvrit votre secret, vous n'hésitâtes pas à le réduire au silence. » Un silence glacé suivit ces mots. L'homme, balbutiant, tenta quelques protestations, mais sa voix se perdit dans le tumulte de l'indignation générale. Holmes ne s'arrêta pas là. Mais un homme seul n'aurait pu organiser une telle fraude. Ses yeux se posaient. « Vous, monsieur, fûtes le complice. Vous aviez accès aux clés, aux inventaires et la confiance de vos supérieurs. Votre rôle était de faciliter la sortie des objets et d'en masquer la disparition. » L'économe blêmit soudain, puis baissa la tête. Le poids des preuves exposées par Holmes écrasait toute tentative de défense. L'assemblée retint un souffle scandalisé. Ainsi, les deux hommes, liés par la cupidité, venaient d'être désignés devant tous, dans une démonstration qui ne laissait plus place au doute. Je n'oublierai jamais les instants qui suivirent. L'oncle éclata en une violente colère, se levant brusquement, accusant Holmes d'invention et de calomnie. Mais sa voix, étranglée par l'effroi, trahissait sa propre culpabilité. Quant à l'économe, il resta assis, abattu, ses traits ravagés par la résignation. Ses lèvres remuaient sans qu'aucun son n'en sorte, comme si la lutte intérieure s'était déjà éteinte. L'opposition entre la rage impuissante de l'un et la capitulation de l'autre rendait plus saisissante encore la victoire de la vérité. Lorsque le tumulte se fut apaisé, Holmes prit la parole une dernière fois. Sa voix, calme et assurée, résonna dans la pièce comme une sentence. « Vous voyez, mesdames et messieurs, combien la cupidité corrompt et dévaste. Elle n'hésite pas à profaner ce qui est sacré, à sacrifier l'innocence, à trahir la confiance. Mais elle mène toujours, inévitablement,
à l'exposition publique et à la ruine morale. Il se tourna vers l'estrade, qui déjà faisait signe à ses hommes. « Voici vos prisonniers, inspecteur. Je vous les livre avec toutes les preuves nécessaires. » Puis, baissant le ton, il ajouta pour moi seul. « Retenez cela, Watson. Un enfant possède parfois plus de clairvoyance que tous les adultes réunis, car l'innocence voit ce que l'habitude ignore. Et c'est précisément cette clairvoyance qui, dans notre affaire, a failli lui coûter la vie. » Un silence solennel accueillit ces paroles, et je sentis qu'elles marqueraient à jamais ma mémoire. Il était respiration. Holmes leva la lanterne, illuminant des couloirs obscurs où se mêlaient traces de suie et restes d'objets oubliés. « Remarquez, Watson, » dit-il, désignant des empreintes encore fraîches dans la poussière. « Nous ne sommes pas les premiers à fouler ce sol aujourd'hui. » Un frisson me parcourut. J'eus la certitude que cette demeure, malgré son apparente vacuité, recelait un secret trop lourd pour ses murs décrépits. Au détour d'une pièce basse, à demi effondrée, nous le découvrîmes. L'enfant gisait recroquevillé contre un mur, vêtu encore de son surplis déchiré, les yeux rougis par la fatigue et la peur. Lorsque la lumière de la lanterne l'atteignit, il porta ses mains à son visage, comme pour se protéger d'une vision trop vive. « Charles !» m'écriai-je, incapable de contenir l'émotion qui m'étreignait. À ces mots, l'enfant leva les yeux, et reconnaissant enfin des visages familiers, éclata en sanglots. Ses larmes coulaient sans retenue, traduisant la terreur accumulée dans son jeune cœur. Holmes s'approcha doucement, presque avec tendresse. « Vous êtes en sécurité à présent, mon garçon. Plus personne ne vous fera de mal. » Je m'agenouillai près de lui, posant ma main sur son épaule tremblante. Jamais je n'avais vu détresse plus pure, mais aussi soulagement plus sincère. Le pauvre petit, incapable d'articuler une phrase cohérente, ne faisait que répéter notre nom comme pour s'assurer de la réalité de notre présence. Holmes, attentif, ne laissait échapper aucun détail. Il observa les vêtements, les marques aux poignets, les traces de poussière sur son surplis, déjà en train de reconstituer les heures passées. Mais, pour l'instant, la priorité était simple et humaine. Redonner à cet enfant la certitude qu'il n'était plus seul. Une fois apaisé, l'enfant, assis près du foyer éteint, entreprit de relater par bribes ce qu'il avait enduré. Sa voix tremblante, ponctuée de silence, peignait une succession de tableaux effrayants. Il nous dit comment, à la sortie de la répétition, ils parlaient bas entre eux, ajouta-t-il. Mais j'ai entendu qu'il ne fallait pas que je raconte ce que j'avais vu dans l'église. Il ne savait ce que cela signifiait, et son ignorance même accentuait l'innocence de son récit. Je ne pouvais m'empêcher de frémir en songeant à ces heures d'angoisse vécues par une âme si tendre. Holmes, quant à lui, écoutait sans l'interrompre, hochant parfois la tête comme pour confirmer les hypothèses qu'il avait déjà formulées. « Remarquez, Watson, » me glissa-t-il à voix basse. Le déplacement répété de cet enfant démontre que ces geôliers n'agissaient pas dans l'improvisation, mais dans la crainte d'être découverts trop vite. Voilà la marque de coupable aux abois. Lorsque l'enfant eut terminé son récit, mes yeux s'embuèrent malgré moi. Je tentais de masquer cette émotion devant Holmes, mais je ne pus retenir un soupir de compassion. L'innocence de ce garçon, jeté ainsi en pâture à des calculs ignobles, me paraissait l'image même de la fragilité humaine. Je lui pris la main avec douceur, sentant encore la chaleur vacillante d'une vie ébranlée mais non brisée. « Courage, mon petit », murmurai-je. « Tout ceci n'est plus qu'un mauvais rêve, et vous retrouverez bientôt les vôtres. » Holmes m'observa, un demi-sourire aux lèvres. « Vous voyez, Watson, la science de la déduction trouve ses limites si elle n'est pas accompagnée d'un peu de cœur. L'enfant a besoin de vos paroles au moins autant que de ma logique. » Je fus touché par cet aveu rare, qui dévoilait sous la froideur apparente de mon ami une sensibilité plus profonde qu'il ne voulait l'admettre. Ce soir-là, plus encore que lors de nos enquêtes précédentes, je mesurais le prix de la pureté perdue et le devoir des hommes d'honneur de la défendre. Pourtant, derrière la douceur de cette scène, je percevais encore une inquiétude sourde. Si nous avions retrouvé l'enfant vivant, combien d'autres innocents restaient-ils prisonniers de passions humaines, prêtes à sacrifier tout scrupule? Cette question me hantait déjà, comme une ombre insidieuse. Jamais je n'oublierai la scène. Moi. Holmes, lui, demeurait un pas en retrait, témoin discret de cette délivrance.
Je devinais pourtant que son esprit, même en cet instant de tendresse retrouvée, demeurait attentif à la conclusion logique de l'affaire. Mais je perçus dans son regard une nuance de satisfaction intime, comme si la réussite de l'enquête trouvait sa plus belle récompense dans l'éclat d'un bonheur familial restauré. Ce moment, plus que tout raisonnement, attestait du triomphe de la justice, non pas celui des tribunaux, mais celui du cœur apaisé. Lorsque nous reprîmes le chemin de Baker Street, le silence régna longtemps entre nous. Je croyais Holmes absorbé dans ses déductions, mais soudain, il parla d'une voix grave, presque méditative. « Voyez-vous, Watson, dit-il, les hommes se figurent que les crimes se résument à des mobiles clairs, argent, vengeance, pouvoir. Mais il est une dimension que la logique peine à cerner, celle de l'innocence menacée. Rien n'est plus fragile, et rien n'éclaire davantage la noirceur d'une âme coupable que l'ombre qu'elle projette sur un être pur. » Je demeurai songeur. Holmes poursuivit. « Cet enfant, par le simple éclat de sa voix, a troublé les plans de criminels aguerris. Sa pureté, sans le vouloir, a mis en lumière leur ignominie. » Puis, après une pause, il ajouta avec un demi-sourire mélancolique. « Retenez ceci, mon cher ami. La pureté d'une voix peut révéler plus de vérité qu'un tribunal. Car le tribunal juge les faits, mais l'innocence, elle, dévoile les âmes. » Ces paroles, prononcées dans la pénombre du fiacre, résonnèrent longtemps en moi. Je compris alors que, pour mon ami, chaque enquête dépassait le simple triomphe intellectuel. Il y voyait une lutte constante pour protéger ce qui demeure fragile, et que l'homme, dans son orgueil, oublie trop souvent de préserver. Et c'est ainsi que s'acheva l'affaire du jeune choriste, gravée dans ma mémoire non seulement comme un succès de la raison, mais comme une leçon de l'âme humaine. Il est des affaires où la clarté de la logique se heurte à